Le procès Pellico s'est achevé cette semaine à Avignon. Une phrase a notamment retenu l'attention, celle de l'avocate d'un des 50 accusés. Elle a affirmé que Gisèle Pellico était, en plus d'être victime, sous l'emprise très forte de son mari Dominique Pellico. L'emprise, la contrainte morale est évidemment une notion que l'on retrouve dans de très nombreux dossiers de violence conjugale, une contrainte que l'on pourrait définir comme la combinaison de violences physiques, sexuelles, avec des méthodes moins visibles comme l'isolement ou l'intimidation. Alors peut-on réellement parler d'emprise pour une femme qui a été sédatée, soumise chimiquement pendant près de 10 ans au point de ne se souvenir de rien? L'emprise est-elle une notion retenue par le code pénal? Et au final, tous les moyens de défense sont-ils bons dans un procès? On va se poser toutes ces questions. Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com et vous suivez depuis le 2 septembre ce procès absolument hors norme. Et on va évoquer avec vous évidemment cet échange qui pose beaucoup de questions sur cette notion d'emprise. Bonjour Maître Maud Beckers. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, vous accompagnez les victimes de violences sexistes et sexuelles et plus particulièrement lorsque ces violences ont lieu dans le milieu professionnel. On va essayer avec vous de dénouer tous les fils, de tirer tous les fils de cette notion d'emprise. Mais d'abord, Justine, reprenons les faits, cet échange donc que j'ai évoqué brièvement, échange pour le moins tendu, avec de l'agressivité entre cette avocate de la défense, Nadia El Bouroumi, qui s'adressait à Gisèle Pellico et qui tente de lui faire reconnaître que son mari l'a manipulée pendant près de 50 ans au point qu'elle n'arrive pas à lui pardonner, à l'accuser complètement plutôt. Alors on était le 19 novembre. Gisèle Pellico, elle accepte ce jour-là de répondre une dernière fois aux questions de la défense. La défense, depuis le début du procès, ne l'a pas épargnée. On sait que les questions ont été assez virulentes à son encontre. On lui a demandé si elle ne buvait pas un peu trop d'alcool, ce qui aurait pu contribuer à son état d'inconscience. On lui a demandé si elle n'était pas finalement exhibitionniste, parce qu'on a retrouvé des photos d'elle peut-être en sous-vêtements en train d'étendre son linge, ou alors parce qu'elle a fréquenté une plage naturiste. Mais ce jour-là, donc c'est Nadia El Bouroumi. Nadia El Bouroumi, c'est une avocate de la défense. Elle défend 2 accusés. Elle a déjà fait parler d'elle au début du procès. Souvenez-vous, elle se filme beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle s'était notamment filmée sur la musique de Wham, Wake Me Up. Donc Nadia El Bouroumi, elle prend la parole en premier, et de son ton habituellement virulent, elle questionne Gisèle Pellico. Vous avez fait savoir que vous n'assisteriez pas aux audiences quand Dominique Pellico était absent. Vous n'avez pleuré qu'une seule fois quand a été évoquée l'enfance de votre mari. Ça, c'est toutes les questions qu'elle lui pose, et à chaque fois, Gisèle Pellico, elle doit répondre. Elle ne flanche pas. Non, elle a assisté à toutes les audiences, à l'exception des lundis où elle avait rendez-vous avec sa psychiatre. Elle a été émue à d'autres moments pendant le procès. Nous, journalistes, on l'a vu plusieurs fois remettre ses lunettes fumées qu'elle arborait au début du procès, pendant l'audience, submergée par l'émotion. L'avocate l'assure, elle n'est pas là pour dire que Gisèle Pellico est complice de son mari, comme ça a pu être avancé à un moment par les avocats, et notamment surtout par certains accusés. Mais elle cherche surtout à démontrer devant la cour que Gisèle Pellico est toujours sous la coupe de son mari, malgré les faits qu'on lui reproche, que Gisèle Pellico, elle est plus clémente envers Dominique Pellico qu'envers les autres, les 50 co-accusés qu'elle a qualifiés un jour sous la colère de dégénérés, que finalement elle a pardonné à Dominique Pellico, malgré le fait qu'il l'a drogué, qu'il l'a violé, qu'il l'a livré à 72 inconnus au total, et donc que finalement Gisèle Pellico est sous emprise de son mari. Alors évidemment, ces propos sont très violents pour Gisèle Pellico. Elle s'en défend totalement. Elle rejette toute forme d'emprise, de manipulation qui aurait duré comme ça tout au long de sa vie. Elle flanche pas, Gisèle Pellico, comme depuis le début de ce procès. Finalement, elle dit à quel moment j'aurais été manipulée. Elle dit il n'y avait pas de vie anormale. Pendant ces 50 ans, il n'y a pas eu de vie anormale. Ils se sont mariés au début des années 70. Ils ont eu 3 enfants. Ils ont eu 7 petits-enfants. Et au quotidien, en tout cas les moments où elle n'était pas droguée, il n'y avait pas d'emprise. Et elle dit justement...
j'aurais été manipulée pendant 50 ans et je serais restée. Donc, elle reconnaît, elle consent qu'il y a eu cette emprise chimique, mais pas de manipulation au quotidien. Et d'ailleurs, ses proches, ses enfants la décrivent comme une femme indépendante. C'était elle, la personne sociable dans le couple. C'était elle qui allait vers les autres. C'est elle qui prenait le train quand elle est devenue grand-mère pour aller s'occuper de ses petits-enfants qui vivaient en région parisienne. D'ailleurs, ça, c'est un élément qui a été avancé par la défense de Dominique Pellicot, de dire que elle s'était peut-être trop impliquée dans ce rôle de grand-mère et donc finalement il voulait la garder sous sa coupe. Et d'ailleurs même Dominique Pellicot, même si on peut évidemment pas prendre ses déclarations pour argent comptant, il dit, je la cite, par ce schéma criminel, par cette soumission chimique, je voulais soumettre une femme insoumise. C'est intéressant parce que l'avocat de Gisèle Pellicot, maître Antoine Camus, lors de sa plaidoirie, a répondu finalement à cette question d'emprise avec un autre mot. Il a cité la philosophe Claire Marin, il parle de désamour. En gros, ce couple qui fonctionne bien en apparence, un couple dans lequel il y a des enfants, des petits-enfants, une vie normale, et puis surgit l'impensable et l'horreur. Et on essaye de désaimer. C'est exactement ça. Qui oserait lui dire en face que ces 50 ans de vie commune n'ont été qu'un mensonge? C'est les mots d'Antoine Camus lors de sa plaidoirie. Il dit que oui, Gisèle Pellicot, elle n'est pas dans la haine, elle n'est pas dans la colère, mais aujourd'hui, lors de ce procès, on lui demanderait donc de balayer ces 50 ans de vie commune, ce mariage, ses enfants, ses petits-enfants, ces moments joyeux qu'elle a partagés avec son mari, et finalement de dire toute ma vie est une tromperie, un mensonge. Elle a 72 ans, donc 50 ans, c'est la très grande majorité de sa vie. Donc évidemment, c'est compliqué pour elle de tout balayer. D'un point de vue psychologique, on peut aussi penser que si elle oublie tous ces moments joyeux, il y aurait un effondrement psychologique immédiat. Je pense que c'est le travail qu'elle fait avec sa psychiatre. Et donc, en plus, comment pour elle imaginer que le danger venait de l'homme auquel elle se réveillait, aux côtés duquel elle se réveillait tous les jours, cet homme qui n'a jamais été violent, peut-être que là, c'est un cliché un petit peu de violence conjugale, mais là, lui, il n'a jamais été violent. Il n'y a jamais eu d'indices qui lui ont montré que Dominique Pellicot aurait pu exercer cette emprise. Et Antoine Camus, il ajoute « Nous avons entendu un confrère s'insurger de ce que Gisèle Pellicot serait incapable de reconnaître qu'elle aurait vécu 50 ans dans le mensonge et la tromperie. Et quand bien même, cette femme, ça lui permet aussi de tenir debout aujourd'hui et de devenir cette image de la lutte contre les violences faites aux femmes. » Comment expliquer que la défense, que cet avocat en l'occurrence, ait évoqué cette notion d'emprise concernant Gisèle Pellicot? Il faut y voir une stratégie de défense? Oui, clairement, puisque les avocats de la défense, et d'une certaine manière, c'est normal, leur travail, c'est de défendre les accusés, pas Gisèle Pellicot. Mais donc, pour les avocats de la défense, ils sont moins préoccupés par le déni supposé de Gisèle Pellicot que par le sort de ces 50 co-accusés. Et certains, en plus, veulent plaider l'acquittement. Pendant l'instruction, à la barre, comme une traînée de poudre, on a entendu cette défense de ces hommes dire non, je n'ai pas violé Gisèle Pellicot parce que je n'en avais pas l'intention. L'intention, ça va être aussi l'un des critères déterminants dans ce verdict. Mais donc, eux, ils disent, voilà, j'ignorais qu'elle était droguée, et donc je ne l'ai pas violée. Certains disent, certes, je n'ai pas eu son consentement, mais le mari était là. Donc, finalement, d'une certaine manière, ce consentement, je l'avais. Et d'autres encore disent la peur qu'ils ont eue face à Dominique Pellicot une fois la porte de la chambre fermée. L'avocate de Dominique Pellicot, elle a répondu à tous ces arguments en disant non, il n'y a jamais eu de violence, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de menace, et la porte de la chambre n'était pas fermée à clé, donc si ces hommes voulaient sortir, ils l'auraient pu. Mais en tout cas, faire reconnaître l'emprise de Gisèle Pellicot par Dominique Pellicot, c'est avant tout montrer ce caractère manipulateur que cet homme
peut avoir et aurait pu avoir sur les accusés. Et d'ailleurs, certains ont demandé, certains avocats, enfin la grande majorité, que la question de l'altération du discernement soit posée à la Cour, qui devra répondre dans son verdict d'ici le 20 décembre. Est-ce que ces hommes ont été manipulés au point qu'ils n'avaient plus tous leurs moyens pour discerner la situation? Merci Justine. Maître Maud Beckers, je rappelle que vous êtes avocate, vous défendez notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est très intéressant de s'interroger sur tout cela parce qu'il y a évidemment l'horreur qui a été commise, vécue par Gisèle Pelicot, et puis il y a tous les fils pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'abord, vous qui connaissez ça parfaitement, comment définit-on l'emprise? C'est quoi l'emprise? Alors, l'emprise, déjà, il faut savoir que c'est un terme qui n'existe pas dans le code pénal. Hein. Il a été introduit très récemment dans d'autres violences, qui sont celles des violences conjugales, où dans le code civil et le code pénal, le mot emprise apparaît à certains moments, notamment si un médecin considère qu'une femme victime de violences conjugales est sous emprise, il a le droit de signaler au procureur de la République et donc de passer outre le secret professionnel. Les médiations qui peuvent être mises en place dans le cadre des violences conjugales ne peuvent pas être mises en place quand il y a une emprise, donc il apparaît une deuxième fois dans le texte à ce moment-là. Et puis, il y a le suicide sous emprise poussé par le conjoint, qui est une circonstance aggravante. Donc, l'emprise est arrivée dans la législation, enfin le terme apparaît, mais pas sur les violences sexuelles. Donc, l'emprise, elle est définie en règle générale par les psychiatres, les psychologues. Et Marie-France Irigoyen, par exemple, qui est spécialisée dans la souffrance morale et notamment au travail, dit que l'emprise, c'est en fait une histoire de domination entre un individu et un autre qui va priver la personne soumise à l'emprise de, en gros, son libre arbitre et qui va être sous un lien de subordination. Très concrètement, ça passe par quoi? Des humiliations, de l'isolement? En fait, tout dépend des situations où l'emprise a lieu. Les situations vont être différentes en fonction du lieu. Si c'est un lieu familial, si c'est un milieu professionnel, ça ne va pas être le même système d'emprise. Comme l'emprise va ne pouvoir s'installer qu'au bout d'un certain temps dans certaines relations, comme elle va pouvoir exister très rapidement dans d'autres. Par exemple, il peut y avoir dans une relation amoureuse une emprise, c'est-à-dire une domination qui, puis, petit à petit, va s'établir au point que la victime de l'emprise va finir par perdre son libre arbitre. Et ça va être ça va passer souvent par des moments où la victime va être mise sur un piédestal, où elle va se sentir aimée, elle va se sentir mise en valeur, et puis soudainement complètement dévalorisée sans bien comprendre pourquoi. Ou alors, elle va faire l'objet d'une attention très particulière, et après, tout ce qu'elle va dire va être oublié. On va lui dire « Non, ce que tu dis est faux, tu as oublié ». Enfin bon, il va y avoir des fois des systèmes d'emprise qui vont se mettre petit à petit en place et qui vont nécessiter un certain temps. Sur le milieu du professionnel, ça peut être beaucoup plus rapide. Vous êtes recruté en tant que comédienne, jeune comédienne, vous êtes victime d'un comédien ultra puissant, ultra connu. L'emprise, elle n'a pas besoin de s'installer longtemps. L'emprise, elle existe du fait de la notoriété de cette personne. Et donc, la personne va tout de suite être mise sous emprise. Et les conséquences de l'emprise en matière de violence sexuelle, il y en a deux majoritaires. C'est qu'on va avoir du mal à se rendre compte qu'on est victime de violences sexuelles. On va avoir du mal à les dénoncer et on va avoir du mal à aller les porter devant un tribunal. Et donc, quand j'entends qu'on dit que Gisèle Pelicot est sous emprise, je trouve que c'est extrêmement choquant. Alors pourquoi? Expliquez-nous justement, on rappelle que vous n'êtes évidemment pas avocate dans ce dossier, mais votre regard est intéressant. Est-ce que, comme le disait Justine, Gisèle Pelicot pourrait être victime d'emprise de la part de Dominique Pelicot? Alors, comme je vous le disais, une femme sous emprise, elle met du temps et c'est normal et on ne peut pas lui en vouloir. Déjà, moi, ce que je veux rappeler, c'est que en l'accusant d'être sous emprise, c'est comme si l'emprise était quelque chose qu'on pouvait critiquer chez une victime. Bon, déjà, ça, c'est un problème parce que l'emprise, si on peut la critiquer, c'est de la part de l'auteur. Et finalement, pour déculpabiliser l'auteur, les avocats en viennent à s'en prendre à la victime, ce qui arrive très, très, très systématiquement d'ailleurs sur d'autres problématiques que des accusations d'emprise. Bon. Donc, l'emprise, si elle était sous emprise, de toute façon, on ne pourrait pas lui en vouloir. Première précision. Deuxièmement,
Elle est tout sauf sous emprise. Gisèle Picot, je ne suis pas son avocate, mais je vois comment elle a réagi. Elle a appris les faits soudainement parce que des policiers lui montrent des vidéos, elle s'y attendait pas du tout. Elle réagit immédiatement, elle se constitue partie civile, elle dénonce les faits, elle va au procès, elle se bat contre des réquisitions de huis clos, alors même que vont être exposées dans cette audience des images qui atteignent sa dignité profondément. C'est pas une femme sous emprise. Qu'elle ait été sous l'emprise de produits chimiques qui l'ont endormie et qui l'ont rendue inerte et qui l'ont rendue proie pour des prédateurs, oui, mais elle n'était visiblement pas sous l'emprise de son mari. Tout de suite, elle a réagi, ce qui est extrêmement difficile psychologiquement. On voit très bien, Justine l'évoquait à l'instant, la stratégie de la défense, qui a été de dire les 51 autres accusés étaient sous l'emprise de Dominique Pellicot, donc ils ne sont pas responsables des viols, c'est pour ça qu'ils sont jugés, en tout cas de ces soupçons de viol sur Gisèle Pellicot, et donc si Gisèle Pellicot était sous emprise, ça veut bien dire que Dominique Pellicot était capable de mettre ces hommes sous emprise. C'est ça la mécanique qui est défendue par la défense. Pour vous, ça tient la route ou pas? Ces hommes qui sont venus violer Gisèle Pellicot la nuit, alors on verra ce que dira la justice, c'est encore des accusations et on verra le verdict, mais est-ce que ça tient la route? Alors déjà, ça tient pas la route. Moi, je trouve que c'est un système de défense complètement inefficace. Et en plus, c'est un système de défense extrêmement violent et choquant, et qui continue à exister en 2024 devant les tribunaux. Donc j'essaye de m'expliquer sans être trop en colère. On peut très bien défendre, à l'heure actuelle, des personnes accusées de viol, sans pour autant reporter la responsabilité sur la victime. J'assiste, moi, dans des procès, à des défenses dignes de personnes qui sont des agresseurs sexuels. Les avocats peuvent avoir dans ces dossiers des défenses dignes qui ne me remettent pas en cause le comportement de la victime, surtout quand on est face à des faits aussi évidents que cette victime subissait des faits atroces alors qu'elle était droguée. Bon. Si les avocats de Gisèle Pellicot, et je ne veux pas non plus m'immiscer, les débats vont avoir lieu dans les jours qui viennent. Mais il y a d'autres moyens. Si leur système de défense est de dire Dominique Pellicot est un homme qui a un pouvoir complètement dingue et qui met les co-accusés sous emprise, eh bien qu'ils viennent démontrer l'emprise de ces hommes. Ils n'ont pas besoin de passer par l'emprise supposée de l'épouse qui a montré tout sauf le fait qu'elle était sous emprise. Et en faisant ça, c'est extrêmement violent. Pourquoi ? Parce que, sous prétexte de défendre leurs clients sur ce système de défense de l'emprise qu'ils pourraient défendre autrement, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils viennent dire à Gisèle Pellicot ? Vous avez été pendant 50 ans trompé, enfin pendant les 10 ans de viol trompé, vous avez vécu pendant 50 ans avec un homme que vous, finalement, vous ne connaissez pas. Vous vous reconstruisez parce que vous avez une place dans ce procès, vous la prenez entièrement, vous êtes extrêmement digne, vous demandez à ce qu'il n'y ait pas de huis clos, etc. Donc, en fait, la force que vous êtes en train de démontrer, on est en train de la dénier en disant « mais non, vous êtes en fait qu'une femme sous emprise ». Voilà. Et je trouve que c'est extrêmement violent parce que dans la reconstruction de Gisèle Pellicot, sans doute que passe aussi le fait d'avoir cette force et d'être... alors, j'ai entendu des gens dire attention de ne pas faire de Gisèle Pellicot une icône. Il n'en demeure pas moins qu'une icône, c'est une représentante d'un mouvement, qu'on est dans un mouvement de libération de la parole des femmes, qu'on est dans un mouvement où on se rend compte de la violence quotidienne subie par les femmes et de la masse de violence qui existe, et qu'il ne s'agit pas d'en faire une star peut-être, mais c'est une icône. Enfin, moi, je suis désolée. Gisèle Pellicot, elle tient ce rôle-là. Et on vient lui dire, mais non, mais en fait... vous n'êtes qu'une femme sous emprise. Tout ça pour pouvoir défendre des accusés. Où on verra bien s'ils réussissent à démontrer qu'ils étaient sous emprise ou pas. Mais bon. D'ailleurs, Justine, il faut peut-être reconnaître au moins ça à Dominique Pellicot, c'est qu'à aucun moment il n'a repris cette idée-là, qu'il assume et qu'il n'a jamais dit que Gisèle Pellicot, que sa femme était sous emprise. Son avocat a totalement reconnu l'horreur de ce qui a été fait, sans à aucun moment remettre une quelconque faute, qu'elle soit morale ou effective, sur Gisèle Pellicot. Au contraire. Oui. On a eu l'impression dans ce procès, qui n'est pas terminé, mais on a eu l'impression qu'il y avait, en fait, que
Béatrice Zavarro et son client, l'avocat l'avocate de Dominique Pellicot. Ils étaient donc ensemble, mais ils étaient plutôt du côté de Gisèle Pellicot. Et d'ailleurs, il y a un avocat de la défense qui a qualifié Béatrice Zavarro d'avocate générale bis. Ça veut dire que l'avocate générale, c'est celle qui a porté l'accusation dans ce procès. Donc en fait, on lui a même reproché d'épargner Gisèle Pellicot, parce que Dominique Pellicot, lui, dès qu'on découvre ses vidéos, c'est vrai qu'on peut lui reconnaître ça, il ne nie pas. En même temps, compliqué de nier l'évidence, mais il ne nie pas et il va même essayer de faire identifier le maximum d'hommes. Et pendant tout le procès, à chaque fois qu'il était interrogé sur la version d'un de ses co-accusés, à chaque fois il disait non, je ne l'ai pas manipulé. Non, oui, il savait que ma femme serait droguée, il savait qu'elle serait inconsciente, il n'avait pas son consentement. Ça, c'est quelque chose de constant dans la défense, dans la parole de Dominique Pellicot. Au moins sur ce point-là, il a parlé. Oui, et puis si je peux ajouter quelque chose, il a même ajouté que dans ses mobiles, il y avait la volonté de soumettre une femme insoumise. Donc une femme insoumise n'est pas une femme sous emprise. Merci beaucoup, Maître Maud Beckers. Merci beaucoup, Justine Chevalier. Évidemment, Affaires suivantes, le podcast inédit, c'est à retrouver sur le site de bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.